Alors, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour un nouveau live. Donc, comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui, je suis en présence de Chantal. Chantal, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis honorée d'être sur ta chaîne et pouvoir parler du sujet qu'on va aborder par la suite. Du coup, je me présente. Oui, si tu veux, pour les personnes qui ne te connaissent pas, comme je t'ai dit, de présenter dans les grandes lignes. Je sais que c'est difficile parfois de mettre des termes ou de nous présenter, mais vas-y comme tu le sens. Je suis Chantal Nguyen. Je partage aujourd'hui des contenus sur la parentalité, la spiritualité, le bien-être. Je fais des soins énergétiques, notamment avec la conscience des plantes, et puis des soins collectifs mensuels. Et je suis dans une période de transition où je réfléchis un peu sur les différents projets et peut-être partir sur des projets collectifs et moins individuels. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce que je fais. Demain, ça se trouve, je ferai carrément autre chose. C'est drôle que tu dises ça parce que ça fait beaucoup écho à ce que j'expérimente ces derniers temps. Je me demandais si je me lançais dans l'accompagnement personnalisé. Et puis cette intuition-là, on dirait qu'elle était pas tout à fait juste. Puis j'ai vraiment plus envie d'œuvrer au niveau collectif. Donc, bon, je Ouais. te rejoins un peu dans cette vision-là de faire les choses. Bah oui, c'est ce que j'ai compris. Et puis pour l'organisation à la maison, moi j'ai compris que cette année on devait être plus sur des projets collaboratifs, vraiment dans le collectif, Oui, et peu à peu laisser tout ce qui est individuel. oui. Donc Ben, avec les énergies du moment, je pense que c'est ça qu'on ressent là. On est plusieurs justement à commencer à travailler à 2, à 3, à 4, donc en réseau. Moi, ça et me ouais. parle beaucoup. J'ai compris aussi qu'on devait être sur le terrain aussi, mais dans des projets collectifs, mais sur le terrain, au milieu de tout le monde, Oui, pour justement, parce que quand on est déjà avec des personnes qui sont déjà dans une ouverture de conscience, elles sont déjà dans une ouverture de conscience. Mais là, on nous demande aussi d'être vraiment sur le terrain, là où il y a oui. encore des choses à faire et des choses à mettre en place. Et j'ai l'impression que il y a des choses à mettre en place au niveau des écoles. Et je Mmh. pense que pour toi aussi, Génie, il y a peut-être quelque chose au niveau d'une création d'école, ou peut-être collaborer pour une éducation pédagogique active pour les futurs enfants qui demandent qu'à recevoir une éducation un peu plus libre. Ça me parle tellement qu'est-ce que tu es en train de dire et je pense que ça fait très, très bien avec, le lien avec, l'autisme. Aujourd'hui, on va parler d'autisme. Je mets les gens en contexte. Je pense que ça fait 2 semaines, tu m'avais interviewée sur ta chaîne YouTube justement pour que je présente ma vision de l'autisme, parce que j'ai une vision peut-être un peu différente de ce qu'on entend beaucoup parler, que ce soit sur les réseaux, à la télévision. Moi, j'ai une vision un peu plus spirituelle de la chose, donc je me suis interrogée, au niveau de l'âme, qu'est-ce qui pourrait venir expliquer, l'autisme et ses particularités? Donc, tu m'avais interviewée et puis j'avais envie de te rendre l'appareil parce que tu es toi-même maman d'un petit garçon, Nolan, qui a 3 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, 3 ans et demi à peu près, ouais. Oui. Et Donc, donc, j'avais envie de connaître ton expérience parce que moi, je le rappelle aux gens, j'ai moi-même eu le diagnostic d'autisme Asperger à la suite du diagnostic que ma fille avait reçu. Mais ma fille est rendue à 17 ans, donc c'est une jeune femme. Et là, d'avoir le point de vue d'une maman de jeune enfant, je pense que nos 2 témoignages vont venir se compléter. C'est ce que je trouve beau. Je pense que c'est pas pour rien que la vie nous a mis au contact récemment. Donc, si nos témoignages peuvent aider les parents, justement, les parents qui auraient reçu un diagnostic récemment, ça peut faire peur des fois de recevoir ce diagnostic-là. On va en parler tout à l'heure par rapport à ton expérience. Mais moi, j'ai beaucoup de couples d'amis, justement, qui ont reçu un diagnostic par rapport à leur enfant. Ils ont été un peu dans une espèce de peur, oui, une forme de peur au début, parce que souvent, on voit l'autisme comme quelque chose de très limitatif, très restrictif. Tandis que moi, quand je partage ma vision des choses, j'aime dire en fait que les autistes, comme n'importe quel être humain, on a des forces, des faiblesses, tout simplement. Et quand on met nos forces de l'avant, c'est là qu'on peut réussir à accomplir des grandes choses dans notre vie.
Donc, je trouve ça important de recueillir ton témoignage aujourd'hui si ça peut encourager, aider, accompagner des parents ou même des adultes qui auraient reçu ce diagnostic-là et qui ne savent pas trop comment ils se sentent par rapport à tout ça. Je pense que ton témoignage peut être très précieux. Bah écoute, par rapport, je vais peut-être commencer dès le début, par rapport à la grossesse, Oui. comment j'ai pu percevoir Nolan dès le début, en fait. Directement, c'est quelque chose qui est peut-être pas courant, mais directement, je l'ai ressenti. Il est venu communiquer avec moi par télépathie avant la conception. Donc, et c'était un jour où j'étais en train de prendre ma douche et puis j'entends la voix d'un petit garçon qui me dit « Maman, je suis là ». Oh, wow! Et ça m'a fait ça m'a fait chaud au cœur et je me suis dit et j'ai senti qu'il viendrait pour l'été qui allait venir, en fait. OK. Et physiquement, tout se mettait en place pour que je canalise cette information. Et je me suis dit, mais je suis pas prête pour être maman, je suis pas prête du tout. C'était pas prévu. Moi, je voulais avoir un enfant très très tard. Et j'ai compris que c'était le moment. Et quelques mois plus tard, avec le papa, on s'est dit, il y a ce jour-ci là, c'est le moment. on a eu cette intuition très forte, ça nous a carrément réveillés. Et il est arrivé 2-3 mois après. OK. Et j'ai su tout de suite que c'était un petit garçon. Donc tout le monde me disait, mais attends d'acheter des vêtements de garçon, attends ce que va te dire la sage-femme avant de faire quoi que ce soit. Mais moi, c'était tellement vrai que j'avais déjà acheté tout au niveau des vêtements de garçon. Mais pendant la grossesse, ça a été très, très... ça m'a énormément développé mes capacités au niveau sensoriel parce que je ressentais ce qu'il ressentait. Oui. Et au niveau empathie, c'était multiplié par 10. Donc, je commençais à ressentir les douleurs physiques de toutes les personnes qui étaient à côté de moi, mais d'une façon très, très violente, en fait. Quand la personne avait mal au niveau du ventre, j'avais très, très, très mal et ça me durait toute la journée jusqu'à que je fasse un soin énergétique sur moi-même pour que ça s'arrête, en fait. OK. Parce que même si je faisais un protocole pour me protéger un peu de toutes ces émotions, ça rentrait quand même. Et j'ai commencé aussi à ressentir son âme, parce qu'en fait les âmes des bébés rentrent en général après 3-4 mois, mais il y en a qui peuvent faire des allers-retours pendant la grossesse ou même arriver au dernier moment, au 9e mois de grossesse. Mais moi, je l'ai ressenti vraiment nettement à 3 mois et demi. Je suis allée dans un temple bouddhiste. Je me promenais un jour comme ça et puis je rentre et je sens son âme rentrer dans mon ventre. Mais c'était une sensation étrange où je sentais que le ventre s'étirait, mais vraiment, vraiment, vraiment loin. Et là, j'ai compris que, ça y est, il est rentré. Et donc là, je vous passe un peu les détails. L'accouchement, ça a été un peu compliqué, mais les premiers instants, il avait le regard intense. Il regardait, mais il observait. Ils ont des regards, qui te figent et qui te plongent il plonge dans ton âme, on dirait. Et donc je me suis dit, waouh, il observe, il est très conscient de tout. Et les premiers mois, c'était très très compliqué parce que il avait du mal à s'intégrer par rapport à l'environnement. Aux vibrations, moi j'avais capté que au niveau, les vibrations de la Terre, c'était tellement bas en fréquence par rapport à d'où ils peuvent venir, et du coup il avait du mal à s'adapter à ces fréquences-là et il pleurait énormément en fait. Il pleurait non-stop tout le temps, sauf si il était dans nos bras.
Ok. Mais à partir du moment où on le laissait juste pour cuisiner ou juste pour aller aux toilettes, il pleurait. Oui. Et c'était non-stop comme ça pendant plusieurs mois. Oui. Et c'était compliqué à gérer par rapport à ça parce que même quand il ne pleurait plus, on l'entendait pleurer dans notre tête en fait. Ah. Et pour apaiser ces pleurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ça arrive, il a fallu qu'on l'ait tout le temps, presque tout le temps dans les bras. Oui. Donc les gens qui disent ouais, c'est pas bien de prendre dans les bras, je pense que vous savez vous-même ce que le bébé a besoin. Oui. Et ça rassurait en fait. Et de mettre des musiques sacrées. Parce que tout ce qui était comptine pour enfants, ça l'énervait. Mais tout ce qui était musique, les ohms ou les musiques de haute vibration, ou même de l'emmener sur des lieux à haute vibration, des temples, des églises, peu importe. Moi, je suis athéiste, hein, mais ce sont des lieux qui les apaisent en fait. C'est comme ça que j'arrivais à le calmer un peu. Et les vibrations, au niveau des vibrations, ils aiment bien être balancés. Ouais. Ou les vibrations de la voiture. Mais ça, je pense que c'est tous les enfants. Donc on a énormément travaillé sur ça pendant des mois avec le papa, où on travaillait pas tous les deux. Enfin, on était tous les deux à la maison parce qu'on avait besoin de se relayer. En fait, c'était tellement dur qu'on devait se relayer 24 heures sur 24 presque, hein, parce qu'il dormait ni la journée et la nuit très très peu aussi. Okay. Donc au niveau de l'alimentation, c'était compliqué aussi. Il a fallu énormément apprendre, tester. Oui. Donc c'était parfois, il n'aimait que tout ce qui était liquide, tout ce qui est gros morceaux, c'était difficile. Oui. Donc pendant peut-être 2-3 ans, il a mangé que des purées fines, quoi. Les morceaux, c'est venu que à partir de 2 ans. Et il mettait rien à sa bouche. Donc il avait du mal à associer ses mains avec sa bouche. Oui. Et au niveau de la communication, il avait du mal à s'exprimer, et je ressentais sa frustration par rapport à ça. Oui. Donc ce que j'ai pu mettre en place dès le début, c'était déjà le langage des signes. Ok, intéressant. Donc j'ai pas forcément fait de cours ou quoi que ce soit. Je suis tombée sur une chaîne, je sais plus comment elle s'appelle, et j'ai essayé de faire pareil, et j'ai commencé à mettre en place les mots plus les signes. Et Oui. au bout de quelques mois, j'ai commencé à faire ça peut-être à 8 mois, et à 18 mois, il a commencé à me répondre par les signes. Ok. Parce qu'il parlait pas en fait aucun mot, donc il était très 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 frustré par rapport à ça, parce qu'il n'arrivait pas à communiquer. Est-ce que c'est à partir de là que ton compagnon et toi avez commencé à avoir des doutes, ou c'est venu même avant tout ça, quand il pleurait beaucoup, quand il avait de la difficulté à se nourrir ou... La première année, non, j'avais pas ressenti. Je me suis dit, comme je suis une nouvelle maman, c'est peut-être ça pour tout le monde. Ouais. Et j'ai commencé à ressentir ça vraiment c'est 1 an. Ok. J'étais en train de regarder la télé, et puis d'un coup, j'entends autiste. Et là, je suis en train de me dire, mais pourquoi je reçois ce mot d'un coup? Et j'ai commencé à un peu m'inquiéter, et puis j'ai commencé à un peu lire dessus, un peu à regarder des vidéos, sans trop m'attacher à ce mot-là. Oui. Et puis je me suis dit, bon, de toute façon, les diagnostics, on peut pas les faire avant 2 ans. Oui. Donc j'ai lâché prise, et puis je me suis dit, bon, on va laisser faire. Et sauf que le temps qui tourne, c'est la vie qui me remet ce message de nouveau par une personne extérieure.
une amie qui était massokinésithérapeute avant et qui me dit tu l'as fait tester pour diagnostic au niveau de l'autisme, d'un spectre autistique. J'ai fait non. Mais là, j'étais en train de me dire, attends, ça revient quand même, quoi. Ouais, ouais. Donc, je me suis dit, j'ai commencé à creuser un peu plus. Et puis, ça tombe. Quand elle m'a dit ça, il avait déjà 2 ans et 3 mois. Okay. Et je me suis dit, écoute, je vais contacter le lieu le centre qui va permettre de faire ce diagnostic. Ouais. Et sauf que les centres, pour avoir une place, des fois, il faut attendre 1 an, il faut attendre 6 mois. Ouais. Et je me suis dit, là, si je m'y prends maintenant, il y aura peut-être une chance d'avoir un rendez-vous à 3 ans. Ouais. Et là, j'ai demandé l'aide à l'équipe de l'invisible, à mon âme. J'ai dit, écoute, s'il y a vraiment quelque chose qu'on doit comprendre à ce niveau-là, qui va peut-être l'aider, fais en sorte qu'on puisse avoir un rendez-vous rapidement. Ouais. Et imagine que quand j'ai fait cette requête à mon âme, 1 mois après, on m'a téléphoné pour me dire, seulement 1 mois, hein, on m'a dit, écoutez, il y a eu un désistement, est-ce que vous voulez amener votre petit pour commencer déjà le bilan? Ouais. Donc, le bilan a duré au moins 6 mois, 1 an, et là, on l'a reçu où il est vraiment dans un spectre autistique, mais léger. Donc, ça nous a permis, nous déjà, moi, de confirmer mon ressenti et de lire un peu plus à ce sujet. Oui. Pour comprendre ce système de fonctionnement qui est différent, en fait. C'est comme si c'était une programmation, comme si c'était un programme différent et qu'il fallait apprendre qu'il fallait comprendre pourquoi, sur certaines situations, il avait peur de l'électroménager, pourquoi il avait peur de la douche, pourquoi il avait peur de sortir dans les magasins, pourquoi il avait peur. Moi, au début, je me disais, mais il y a peut-être un peu de comédie, tu vois, je comprenais pas trop. Et des fois, je le forçais à faire des choses, alors qu'il pleurait, qu'il se sentait pas bien, mais moi, je me disais, attends, je comprenais plus, quoi. Et le fait d'avoir ce diagnostic, ça m'a permis de plus me pencher sur la question et d'apprendre, d'essayer de le comprendre autrement. Oui. Est-ce que ton compagnon a eu la même réaction que toi? Lui, il sentait qu'il y avait quelque chose aussi, et le fait que ça ait confirmé, ça apaise. Mais de son côté, il est plus dans le côté où on fait comme si, c'est une étiquette et faut pas faire attention et faut juste le laisser grandir comme tout le monde. Oui. Ouais, je pense que c'est les deux réactions possibles quand on reçoit le diagnostic. Tu vois, moi, justement, le père de ma fille a réagi un peu comme ton compagnon. Et il voyait vraiment ça comme une étiquette, quelque chose de négatif. Tandis que moi, la manière que je voyais les choses, c'était juste pour m'aider dans la compréhension de qui je suis, la compréhension de qui est ma fille. Oui. Et c'est ça, moi, ça me permettait vraiment de plus m'attarder à ses forces. Moi, c'est ce que le diagnostic m'aidait à faire au lieu de m'attarder à tout ce qui est défi, parce que oui, tu vas nous en parler des défis de Nolan, mais c'est de mettre vraiment l'emphase sur les forces. Je trouve que ça, c'est bien dans le développement de notre enfant, justement, parce que ça bâtit son estime, sa confiance. Donc voilà, mais si tu veux bien nous parler justement des défis de Nolan. Oui. Déjà, rien que par rapport au diagnostic, oui, on en a déjà parlé, mais juste à la famille proche. Okay. Après, on l'a pas encore. On essaye de faire en sorte qu'il évolue un peu comme les autres, mais en le comprenant dans sa différence. Oui. Et par rapport à ses forces, je sais que les enfants qui viennent avec ses capacités, ce sont des enfants qui ont énormément d'énergie, en fait. C'est comme si
ils ont des cerveaux à haute capacité. Donc, des fois, il y a du mal, cette énergie a du mal à se concentrer dans un petit corps humain. Il y a certaines fois, ça peut créer des bugs au niveau des différents cerveaux, hémisphère gauche et hémisphère droit. Et il y a des exercices qui peuvent aider au niveau corporel. Je sais que c'est Anat Baniel qui en parlait. Après c'est en anglais, mais Anat, A-N-A-T, et Baniel, B-A-N-I-E-L. Je sais qu'elle a mis en place des protocoles pour les parents, pour les enfants qui ont un autisme profond, qui ont du mal à se mouvoir, qui ont du mal à communiquer, et des exercices au niveau corporel qui vont aider les enfants à pouvoir intégrer leur énergie un peu plus dans la matière, et qui va permettre d'aider au niveau du développement physique, en fait. Et je sais que pour Nolan, les gros défis, c'était parce qu'il percevait énormément au niveau clairvoyance, et je sais qu'il ressentait et qu'il voyait un peu le monde invisible. Et ça, c'était challengeant pour moi aussi, parce que quand la nuit, je devais le coucher, déjà c'était long pour l'endormir. Il fallait qu'on fasse des allers-retours dans la chambre en marchant pour qu'il puisse s'endormir. Et quand on le posait, des fois il pouvait se réveiller d'un coup, il fallait recommencer pendant une heure comme ça là. Alors, je vous dis pas, on avait des cernes avec le papa et moi, on avait des cernes, mais on ne pouvait plus. Et sauf que quand on le posait et qu'il dormait, moi j'allais dormir, et puis moi je perçois et je ressens en fait quand il y a des âmes, qu'elles soient bienveillantes ou d'autres énergies. Je sens quand elles me touchent comme si c'était, en fait je sens sur mon corps astral comme si c'était mon corps physique. Donc quand on me touche, je me réveille. Et sauf que ce que je ressentais moi, Nolan le ressentait. Donc, à chaque fois que je ressentais quelque chose, lui, il se réveillait. Et c'était la boucle comme ça, infernale, jusqu'à que j'apprenne à dire stop. J'ai dit au monde invisible, non, je ne veux plus ressentir. J'ai fait une pause à ce niveau-là, à ce moment-là, parce que déjà que moi, j'en pouvais plus. Je me suis dit, là, franchement, s'il y a ça à gérer en plus, le côté hypersensible, monde invisible, c'est compliqué. Donc, je sais que lui, par rapport à la communication, il comprenait plus quand je parlais par télépathie avec lui. Quand je parlais avec mes mots en français, j'avais l'impression qu'il comprenait pas vraiment ce que je disais. Et du coup, j'ai commencé, moi, j'ai capté que c'était mieux de parler en pensée à son enfant. Parce qu'il va comprendre mieux le langage télépathique que le langage verbal. Et donc, j'ai commencé à instaurer ça. Et je voyais qu'il comprenait ce que je disais en pensée, parce qu'il y avait une fois, j'étais assise et puis je pensais, bientôt, il va falloir que je lui prenne la douche. Sauf que la douche, pour lui, c'est l'enfer. Et il a commencé à pleurer d'un coup. Et là, j'avais compris que j'avais compris qu'il avait entendu ce que je disais dans ma tête, en fait. Et ça, plusieurs fois sur différentes choses. Où je parlais, je disais, demain, il faut que j'emmène au centre éducatif avec les enfants. Et lui, il commençait à me dire, prendre la voiture pour aller au centre éducatif. J'ai fait, du coup, en fait, tout ce qu'on essaye de cacher de nous, qu'on essaye de pas lui dire de vive voix, il le sait déjà de lui-même. Il captait, On peut dire que vous avez une connexion bien particulière. C'est comme s'il y avait un transfert de tout ce que lui ressentait, un transfert énergétique qui s'opère entre lui et toi. C'est comme un effet miroir. C'est des enfants qui nous montrent aussi ce qu'on doit travailler sur nous-mêmes, sur les deux parents. Je sais que parfois, il avait des verrues sur les doigts. Et moi, ça voulait pas partir. Et là, je commençais à me dire, mais punaise, pourquoi il y a ça? Et là, je reçois d'un coup, c'est
l'auto-estime de toi. Il faut que tu travailles sur ton auto-estime. Mhm. Donc, parce que les virus, et voilà, je me rejette, donc, et des deux parents. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à travailler sur moi à ce niveau-là, à faire peut-être des sessions de FT pour l'auto-estime. Et j'ai commencé à faire des exercices pour moi. Et j'ai commencé à voir que pour sa virus, ça commençait à disparaître petit à petit. Oui. Du jour au lendemain. Et il y a pas mal de choses comme ça, en fait. Quand il reflétait le fait qu'il ne voulait pas se séparer de moi, qu'il était tout le temps collé dans chaque pièce, il ne me laissait pas. Et moi, je me dis, oh, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de souffler. Mais j'ai compris qu'inconsciemment, c'était moi qui avais peur de le perdre. Du coup, lui, il reflétait cette peur-là. Et il se raccrochait à moi pour que je sois à l'aise, pour que je sache pour te rassurer. Voilà, pour me rassurer. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à mettre en place, à travailler sur cette peur de le perdre, en fait. Oui. Et de pas être trop inconsciemment me dire ouais, il faut qu'il soit dans chaque pièce pour que je vois qu'il va pas qu'il va rien lui arriver. Et ça, je le conscientisais pas. Et j'ai commencé à prendre des fleurs de bac. Oui. Et qui m'ont énormément aidé à ce niveau-là. Je crois que c'était le chicory, qui est pour l'angoisse de séparation. Et lui, je lui ai donné du mimulus pour les angoisses, les angoisses d'être seule. Et en une semaine, il y a eu d'énormes changements à ce niveau-là, parce que ça travaille sur les fréquences et ça ramène les émotions au niveau, au lieu que ça soit exacerbé ou trop peu, ça ramène au niveau fréquence vibratoire, ça agit. Et donc ça a énormément aidé. Et il y a eu quoi d'autre? Pour s'endormir la nuit, je sais qu'il ressent des énergies, peut-être des créatures, on va dire, du monde invisible. Et on a commencé, j'ai eu une aide d'une médium qui s'appelle Aurélie Surmély, qui communique avec les enfants télépathiquement. Et elle me disait que ce serait bien de mettre en place un rituel, une danse, parce qu'elle voyait son âme danser et faire des mouvements d'évacuation. Donc tous les soirs, avant de fermer les volets, au moment où on ferme les volets, on commence à faire l'activation de la danse d'évacuation. Et ça l'apaise, en fait. Du coup, il danse, il fait sa danse, il fait sortir pour que sa chambre soit sereine et paisible pendant toute la nuit et qu'il n'y ait rien qui l'embête à ce moment-là. Et ça l'aide. Et le jour où j'oublie, il me le rappelle. Hein. Ma danse, maman. Oui, la danse. Et il le dit, la danse. Hein. J'avais un commentaire de Yannick qui était pour toi, Chantal, si tu veux le lire. J'ai tellement... bonjour Yannick, j'ai tellement l'impression que tu parles de ma relation avec mon fils quand il était bébé. Ah, c'est pas pour rien. Hein. Si jamais vous avez d'autres commentaires, des expériences, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on peut s'aider pour l'endormissement déjà ou pour l'alimentation, parce que c'est toujours une question mystère hein, de mon côté. Oui, mais je pense que, parce que tu m'avais interrogée à ce sujet-là par rapport à la nourriture, les dodos, tout ça, je pense que c'est vraiment en grandissant que les choses se calment. Moi, je t'avais partagé côté nourriture, ma fille ne mangeait rien, un peu comme Nolan, tout ce qui était gros morceaux, c'était impossible. On avait parlé de spaghettis, mais juste les pâtes avec du beurre. Et j'étais vraiment découragée à l'époque, surtout que j'avais beaucoup de croyances par rapport à l'alimentation. Je t'avais parlé du déjeuner, le petit déjeuner qui était très important. Ma fille, elle n'avait pas faim le matin. Donc, je me suis battue longtemps avec elle. C'était vraiment un combat. Et en grandissant, c'est là qu'au niveau de l'alimentation, tout s'est développé. Elle a été en mesure justement de vouloir goûter. Avant, elle ne voulait même pas goûter. Après ça, elle voulait goûter. Puis elle me le crachait plus au visage parce qu'elle m'a longtemps craché les choses au visage.
Donc, ça m'a beaucoup, nécessairement rassurée par rapport au dodo, c'était la même chose. C'est rendu facile aujourd'hui, c'est plus du tout problématique, mais je pense que c'est vraiment en grandissant. Moi, je te Ouais, dirais ouais, ouais, c'est ce que j'ai compris, que tout allait se décanter en grandissant sans devoir rien faire au final. c'est ça. Parce C'est sans que, devoir rien faire et c'est ce qui est un peu difficile dans notre rôle de parent, c'est de laisser le processus agir parce qu'on souvent on veut intervenir. ouais. Donc c'est ça, c'est comme un mélange entre le lâcher prise et tenir bon parce que Et à l'accompagner du tant mieux qu'il en a possible. besoin, en fait. Hein. Du coup, Oui, c'est vrai que quand il est pour aller au magasin, quand il avait peur des magasins ou quand il avait peur de marcher au bord de la route avec les sons des voitures, des motos, ouais, il se ouais. cachait comme ça, là. Mmh. Eh ben ça lui a passé tout seul. C'est ça. Là, il avait peur de se faire garder par d'autres personnes. Du coup, j'ai pas pu l'emmener ni chez la nounou, ni chez la crèche, enfin Oui. ni à la crèche, ni chez les grands-parents. Et donc pendant 3 ans, j'ai gardé non-stop Mmh. en m'alternant avec mon compagnon. On Oui. a gardé non-stop. Et là, ça fait que quelques mois qu'il est OK pour se faire garder par les grands-parents. Donc, et on n'a rien fait de spécial. Donc, c'est en fait, ouais, en grandissant. Oui. Et là, l'endormissement, je sais que va falloir qu'on soit à côté de lui jusqu'à qu'il soit prêt. Hein. Ça peut prendre peut-être des années, 7, 8 ans, ou que sais-je. Et la communication, je sais qu'au niveau il fait pas de phrases à 3 ans et demi. Mmh. Mais je sais que les enfants comme ça, euh, ils ont tellement de choses à développer même sur d'autres dimensions, Oui. et au niveau physique, ils ont un peu plus de retard. Donc, Oui. je sais. Après, moi, je m'inquiète pas parce que je sais qu'il va parler soit vers 5 ans, 7 ans, correctement. Donc, je lâche prise sur ça. Je lui dis, faut suivre son rythme. Et parce qu'au début, on disait, il est en retard pour marcher. Il marche toujours pas. On m'a donné des sessions de kiné. J'y suis allée et j'ai vu que c'était horrible. Il faisait que pleurer, que c'était pas le moment. Et j'ai dit au docteur, non, j'arrête. Ça sert à rien. De toute façon, il va marcher un jour. Qu'il marche maintenant ou qu'il marche à 6 ans, voilà, il va marcher. C'est juste que je dois juste l'accompagner, être patient. Et le C'est ça. jour où j'ai dit que non au docteur, j'ai dit non au docteur. La semaine suivante, il a commencé à se mettre à faire les 4 pattes et à se mettre debout d'un coup et à marcher. Donc, tu vois. C'est ça, ça me permet de faire un peu le lien avec, notre société actuelle, avec tous les barèmes, tous les objectifs. Justement, il y a des livres, puis j'ai rien contre ces livres-là, mais c'est que ça dit, justement 9 mois, ton enfant est censé marcher, à tel âge, il est censé parler. C'est Ouais, tous des critères, encore une fois, pour nous mettre dans des boîtes et la seconde que tu rentres pas dans cette boîte-là, tu es ouais, qualifié de anormal, différent. Mais non, en fait, c'est qu'on progresse chacun à notre rythme et bah oui, justement, par rapport aux enfants autistes, très souvent au niveau, tu t'en as parlé, la motricité, ça va être plus lent, le langage, ça va être plus lent, mais il y a d'autres choses que ça va être très rapide. Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment chaque enfant est différent. C'est là, on vous parle d'autisme aujourd'hui parce que c'est notre expérience, mais chaque enfant est différent et je pense qu'encore une fois, notre rôle en tant que parent, c'est de les accompagner au meilleur de nos compétences et d'avoir confiance et de les aimer avec leurs ouais, forces, leurs faiblesses, justement. Je pense que quand il y a cet encadrement-là, cet amour-là, ce respect, en fait, parce que c'est pas parce que la personne est autiste que c'est pas un grand sage, que c'est pas un grand esprit. Justement, nos enfants, pour moi, c'est des grands sages. Ils sont venus tout réformer, ce qui fonctionne pas dans notre mm. société. Donc pour Oui, moi, ils sont. Mm. c'est des enseignants. C'est Ah oui, de grands enseignants, en fait, ils viennent de planètes, de sphères de conscience où c'est tellement paix, amour que quand ils viennent ici, ça peut être déstabilisant complètement. pour leur énergie. Et ça me fait penser à une anecdote où quand il était tout petit, vraiment entre 1 an et 2 ans, je le voyais des fois se mettre droit et les yeux qui clignotaient, qui clignaient, mais non-stop.
Et j'avais l'impression qu'il captait énormément d'énergie. Moi, je captais que c'était un téléchargement qu'il faisait par rapport à d'autres dimensions. Oui. Je le voyais assis comme ça et il faisait... Et au début, ça me faisait peur, mais quand je ressentais la chose, je ressentais énormément d'amour. Et j'ai compris que c'est des enfants qui sont là pour travailler sur différentes grilles planétaires, différents portails énergétiques, et ils agissent comme des monolithes, comment ça s'appelle, des réceptions d'énergie, des amplificateurs d'énergie planétaires en fait, pour ancrer cette énergie dans la matière. Oui. Et donc, ils agissent sur tellement de choses différentes à l'extérieur que c'est pour ça qu'au niveau physique, c'est un peu plus lent, mais ils sont pas là pour faire ce que nous on a fait. Ils sont pas là pour faire l'école, pour manger ce qu'on mange, pour faire ce qu'on a fait nous. Ils ont déjà tout fait ça avant. Et là, ils sont là pour vibrer l'amour inconditionnel à leur manière. Exactement, ça me parle tellement qu'est-ce que tu dis. Je me rappelle, moi, une autre anecdote, quand ma fille était jeune, et moi-même, je m'observe beaucoup, puis je m'en rends compte, je fais la même chose qu'elle. Souvent, on est dans le vide, on va fixer un point, mais on a l'air de plus être présent. Mais en fait, ce que je constate, moi, quand je suis dans cet espace-là, je suis dans un espace de non-pensée. Il n'y a plus aucune pensée qui me traverse. Et ce que je comprends, c'est que je suis en train d'œuvrer dans d'autres dimensions, dans d'autres plans. Et moi, quand ma fille était jeune, souvent, c'est ça, elle est tombée, on dit tomber dans la lune, être dans la lune. À l'école, c'était pareil, je fixais le plafond, mais j'étais complètement ailleurs. Et souvent, c'est vu comme quelque chose de mal poli. Puis moi-même, quand ma fille était jeune, je disais, Jenny, écoute-moi, je suis en train de te parler. J'ai des frissons partout. Ouais. Jenny, écoute-moi. Mais elle était complètement ailleurs. Et là, avec le recul aujourd'hui, je me dis, j'interviendrais vraiment d'une autre façon. Mais bon, à l'époque, moi, je n'étais pas ouverte à tout ça. Mais tout ce qui est cette bulle de l'autisme, le regard complètement vide, c'est pas vide, en fait, c'est que votre enfant est parti ailleurs œuvrer. Ça me rassure ce que tu me dis parce que ça me rappelle moi aussi, à chaque fois que je mange, je suis dans les... En fait, il y a, dans cette connexion où il n'y a aucune pensée et tout le monde me disait « Ah, Chantal, elle est en train de bugger. » Tu vois? Ou Chantal, elle est en train de regarder les mouches. Et moi, du coup, je disais... Et des fois, il y a les gens qui me parlaient, sauf que j'étais dans cette captation-là de me ressourcer. Que les gens ils me disaient mais tu m'écoutes pas là, tu m'as pas écouté. J'ai fait non, avant que tu me parles, il faut que tu fasses toc toc toc. Est-ce que je suis là? Après tu me parles. C'est ce que je dis à mon compagnon à chaque fois. Je dis attends, avant de me dire quelque chose, toc toc et puis après tu. Mais oui, ça me fait penser que oui ça permet de ressourcer et puis je sais que quand on dort énormément profondément, on voyage, on œuvre sur d'autres sphères. Souvent, il y a des gens qui te disent j'ai rêvé de toi, tu es venu me dire ça. En fait, tu t'arrêtes jamais, quoi. C'est ça, on arrête. Tu travailles la journée et tu travailles la nuit sur d'autres sphères. Oui. Oui, puis j'ai réalisé aussi, souvent, je l'avais lu dans un livre, quand par exemple, je suis dans ma cuisine, puis je m'en vais dans mon salon parce que j'ai envie d'aller chercher quelque chose. Moi, souvent, ça m'arrive, j'arrive dans mon salon, puis je me dis, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Mais en fait, c'est dans ce moment-là où j'ai passé d'une pièce à une autre, j'ai voyagé dans une autre dimension. Et en revenant, c'est là que j'ai complètement oublié, en fait, j'ai été déconnectée de cette dimension-ci. Donc, je me suis dit, je suis pas folle parce que ça m'arrive tellement souvent de pas me rappeler qu'est-ce que je fais dans cet endroit-là. Puis, je dis, je suis pas folle, en fait, c'est que je voyage. Puis, un autre truc que j'ai pensé quand tu parlais aussi par rapport à quand on est dans la Lune, moi, j'ai remarqué quand j'écris, les gens le savent, j'écris beaucoup de livres. Quand j'écris puis que ma fille est à côté de moi, et ça s'est fait au niveau inconscient, souvent, je tourne mon regard vers elle. Quand je manque d'inspiration, je tourne mon regard vers elle, mais je la regarde pas vraiment. C'est juste comme si je me connectais à elle. Et là, je reçois des informations et je continue à écrire. Donc, je passe par son intermédiaire pour me connecter à quelque chose de plus grand que moi.
Mais souvent, ma fille, elle me dit, qu'est-ce que tu fais, maman? J'aime pas ça quand tu me regardes comme ça. Tu me regardes, mais t'es pas tout à fait là. Ouais. Puis là, en te parlant, j'ai compris en fait que je me servais d'elle pour me connecter. Donc, je vais pouvoir lui dire, ça va peut-être la rassurer. Oui, oui, parce qu'en fait, moi, c'est ce que des fois je fais, c'est que ce sont des grands enseignants, et donc tu peux te connecter à eux pour recevoir leurs enseignements, en fait. C'est ça, exactement. C'est ce que je faisais, mais c'était au niveau inconscient. Donc, Ouais. tu m'as permis de mettre des mots. On avait un commentaire de Marina, si tu veux. Oui, Marina. Bonjour Marina. Bonjour ma fille Asperger, 3 ans. C'est tellement invisible pour les gens, les différences de ma fille, que je passe pour une folle. Difficile. Ah oui, ça c'est de toute façon à l'extérieur, les personnes auront toujours quelque chose à dire. Hein. Moi-même, mes parents qui arrêtaient pas de me dire, mais fais ci, fais ça, fais comme ça. Et je pense que il y a juste à s'écouter soi-même, hein, et peut-être prendre un peu plus de distance par rapport à ce qui est dit à l'extérieur. Oui. Et d'avoir cette verticalité où si toi, en tant que maman, tu sens que c'est ce que tu dois faire, ben, tu t'écoutes toi. Parce qu'il n'y a que toi qui sais pour ton enfant, en fait. Exactement. Donc, On a un autre commentaire de Sylvie pour toi. bonjour Sylvie, mon beau-fils a 25 ans, découverte officielle à 16 ans, il vient de signer son CDD, long parcours d'apprentissage pour tous, il a énormément avancé et nous aussi. Ah oui, le parcours scolaire, on en parlait juste avant, mais ça peut être challengeant. Hein. Moi, je sais que j'étais très très bonne à l'école, mais je détestais ça. Hein. Donc beaucoup de phobies scolaires, beaucoup d'arrêts où je me sentais pas à ma place, et j'avais l'impression que les carrières, enfin les voies générales, ça m'éloignait de la spécificité, en fait. Et quand j'ai commencé à me mettre sur des cursus où c'était beaucoup plus professionnel, beaucoup plus direct, Oui. ça allait mieux à l'école. Oui. Mais quand c'était un cursus général où il fallait que tu apprennes toutes les matières, alors qu'il y en avait certaines que tu n'étais pas du tout intéressée, je sais que moi, ça m'avait complètement éteinte. Oui. J'étais vraiment mal. Je voulais plus aller à l'école. Et après, on a mis en place un cursus où c'était beaucoup plus professionnel. Je suis allée en comptabilité directe. On apprend que ce qu'on a besoin, en fait. Et ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Oui. Je pense que c'est une caractéristique commune entre les autistes, Asperger particulièrement, les personnes qui sont qualifiées de haut potentiel, c'est que si on voit pas l'intérêt d'apprendre quelque chose, ça va être terrible. C'est comme si notre logiciel, notre cerveau était pas capable d'emmagasiner qu'est-ce qui nous intéresse pas, mais en même temps, moi, je trouve ça un peu normal parce que pourquoi j'apprendrais quelque chose qui m'est complètement inutile alors qu'il y a tellement de choses auxquelles je m'intéresse et que j'ai envie de consacrer du temps, de l'énergie. Donc, encore une fois, je trouve que ce mode de fonctionnement-là, qui est instauré dans la société, qu'on vous apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'école qui ne vont pas nécessairement vous servir dans votre vie, je vois pas l'intérêt, c'est ça. Puis je pense qu'actuellement, encore une fois, ces enfants-là, qu'ils soient autistes ou HPI ou TDA, TDAH, nous montrent qu'on doit changer le système d'éducation et que si justement, en tant qu'enseignant, on voit les talents de chacun, les forces de chacun et qu'on met l'emphase dans son développement par rapport à ça, imaginez quel genre de monde on va pouvoir construire pour la suite. Oui. Après, je sais pas au Canada comment ça marche, mais ici, ils ont tellement d'heures de cours par jour. C'est 8 heures par jour dès que tu as 3 ans, quoi. Donc, c'est énorme. Et moi, je me disais, mais ma vie, c'est d'attendre le vendredi et de détester le lundi. J'ai dit, et j'ai fait ça pendant des années. Je me dis, oh, au secours. Et c'est vrai que maintenant, tout ce qui est pédagogie active, c'est quand même plus adapté au cerveau droit de ces enfants-là, que là, le système éducatif qui est mis en place, c'est surtout pour des cerveaux gauches, en fait, où tu apprends tout par cœur, faut tout faire à la répétition, et c'est pas comme ça que ça marche maintenant pour ces enfants-là qui ont besoin de bouger, de pas rester sur le banc de l'école toute la journée, et qui ont besoin de décompresser et pas forcément faire des devoirs après l'école, quoi. C'est ça.
Oui, puis un peu comme toi, moi aussi, je m'ennuyais énormément à l'école et ça m'a amené la fausse croyance que j'aimais pas apprendre. Donc, quand Oui, j'ai terminé mon cursus scolaire, je pensais vraiment que, bon, ben, je ferais pas grand-chose de ma vie parce que moi, je suis pas curieuse, j'aime pas apprendre. Puis tandis que c'était le contraire. Quand j'ai commencé justement à me faire confiance, à me relier à mon intuition, puis à me laisser porter par elle, j'ai réalisé à quel point justement j'adorais apprendre. J'étais une autodidacte. Toi aussi, tu me l'as dit tout à l'heure. Donc, c'est ça, on est des passionnés et l'école, elle avait éteint cette flamme-là en moi et je ouais. trouve ça bien dommage. Bah, après, c'est vrai que les gens, ça, ils le savent pas forcément, mais tout est intégré dans notre système pour qu'on apprenne tout le temps, en fait. Et que même si l'école, si un jour il peut pas aller à l'école pour différentes raisons, bah faut pas s'inquiéter parce qu'il va apprendre de lui-même à sa manière et à son rythme. Je parle des enfants qui font du unschooling ou Oui, de l'instruction à la maison. Et l'apprentissage pour lire, pour apprendre à lire et écrire, c'est intégré dans le système. C'est comme apprendre à savoir manger et savoir marcher. Donc, le jour où ils sont prêts, ils peuvent apprendre à lire et à écrire peut-être à 7, 8 ans ou à 10 ans ou à 12 ans, mais en juste 15 jours. Tu vois, ça sera naturel. c'est ça. Alors que là, les enfants, ils commencent à apprendre à 3, 4 ans, très tôt, et puis ils vont mettre des années à bien lire correctement. C'est Et ça. je pense que voilà, faut peut-être rassurer les parents qui se disent mais je peux pas le mettre à l'école, il va pas savoir lire écrire, mais non, ça se fera peut-être tout seul. Et si il est amené à ne pas lire ou à écrire, il va apporter autre chose au niveau artistique. C'est souvent de très bons musiciens ou peintres ou dessinateurs ou voilà, c'est surtout sur le côté artistique souvent Oui, qui va être plus développé que le ouais, reste. ouais, C'est ouais. ça. On avait Ninou qui nous disait cursus, cours ou école à la maison pour moi et mes filles. Ça, depuis 2 ans, depuis la pandémie, il y a eu tellement de gens que j'ai entendu dire justement qui ont sorti leur enfant du système et qui fait Système. l'école à la maison. Moi-même, j'en avais parlé à ma fille et étant donné son âge, je lui avais vraiment remis la décision entre les mains. Je lui avais présenté les pour et les contre. Et bon, elle avait choisi finalement de rester à l'école parce qu'à l'âge qu'elle est, ben, c'est une jeune femme maintenant, donc le contact avec les autres, avec ses amis, c'est très, très important. Donc, Oui, c'est ce qu'elle a privilégié. Mais je le sais que ces méthodes-là de faire l'école à la maison, ça fonctionne super bien. Il y a Nacera Elal, que tu connais toi oui. aussi, qui a sorti ses deux petites filles de l'école et là, elle apprend super bien, ça se passe super bien à la maison. Ouais, bah c'est bien. C'est parce que moi, je sais que même, enfin, moi, j'opte si c'était le cas pour Nolan, parce que je suis pas, normalement, il est censé rentrer à l'école en septembre, mais je sais pas du tout comment ça va se passer parce qu'il a peur des enfants. Oui, Donc, on n'a toujours pas réussi je pense qu'il n'est pas encore prêt à aller vers les autres parce qu'il ressent énormément au niveau émotionnel. Il ressent, il oui, voit l'âme de l'autre personne et il capte, au niveau émotionnel, tout ce qui peut se passer. Et du coup, oui, il y a une surcharge qui se fait. Donc là, on n'a pas encore réussi à le faire jouer avec d'autres enfants, même un ou deux. Donc là, si jamais ça devait se présenter, là, je sais pas, j'opterais plus pour le unschooling. Le unschooling, c'est vraiment l'école de la vie sans faire de l'instruction à la maison. Mais bon, après, je sais pas si c'est autorisé ça en France, mais je sais que c'est ce que j'opterais, qu'il apprenne à sa manière quand il a envie et oui, l'école de la vie par les expériences à l'extérieur et par ses intérêts à lui. c'est ça. Donc, Oui, mais je pense qu'on sera amené un peu tous sur ça dans les prochains mois, les années à venir. Hein. oui. Je te rejoins complètement. On parle d'école, mais on est amené à faire des grandes transitions, de prendre des grandes décisions, justement, puis arrêter de se baser à tout ce qui est cerveau gauche. Tu en parlais beaucoup, là. Mais je pense que l'être humain, on est en train de vivre cette transition ou peut-être cette réharmonisation au niveau de nos deux sphères. Ouais. Ouais, ouais. Il y a souvent aussi, pour certains enfants qui ont beaucoup de métaux lourds
qui sont entre la ligne médiane entre le cerveau gauche et droit, là, au milieu. Et du coup, des fois, c'est intéressant de pouvoir évacuer ces métaux lourds pour que ça puisse améliorer un peu au niveau du développement. Après, là, je capte aussi, je te dis des choses en même temps parce que ça coule. Que pour certains enfants, et il y en a certains là, je capte que quand ils arrivent peut-être pas à dormir la nuit ou ils ont peur, c'est parce qu'ils arrivent à faire des voyages astro. Et du coup, ils comprennent pas le processus et ils ont besoin que les parents soient à côté en fait, parce qu'ils se disent mais je sors de mon corps mais je sais pas, enfin voilà. Et je pense qu'il y a juste à expliquer que si jamais ça arrive, qu'il a juste à demander à rentrer dans son corps ou à poser l'intention qu'il voit son corps et il reviendra automatiquement. Oui. Donc et puis, il y en a certains aussi qui perçoivent des vies parallèles. Il y a des peurs par rapport aux vies parallèles. Peut-être des vies qu'ils ont pu expérimenter en même temps. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas parler de vie antérieure parce que c'est pas, il n'y a pas de je sais pas comment on dit. Linéarité, oui. Oui, voilà. C'est rare pour moi qu'il y ait quelqu'un à trouver ces mots, d'habitude, c'est l'inverse. Parce que du coup, il y a tout qui se passe dans le présent, présent, futur, passé, c'est tout en même temps. Et même s'il y a une vie qui a pu se terminer dans une, il y a les multiples choix qui continuent d'exister. Et du coup, ces enfants peuvent capter certaines vies parallèles qui sont à ce niveau-là. Ouais. Et ils peuvent capter une peur. Par exemple, l'enfant qui va très bien nager et puis du jour au lendemain qui va d'avoir peur de nager. C'est peut-être que dans cette vie parallèle, il y a un enfant qui, lui, dans un autre choix possible, a pu se noyer et cette mémoire se revient sur cette personne-là. Et donc, c'est juste à le conscientiser et à en parler de vive voix pour que ça se calme au niveau de l'âme, en fait. Oui. Tu réponds un peu à la question pas la question de Gilles, on va la lire juste après, mais dans mes questions que j'avais notées, que j'avais envie de te demander, c'est pourquoi ton garçon t'a choisi comme maman? Pourquoi tu penses qu'il t'a choisi comme maman? Et justement, tout ce que tu es en train de nous partager aujourd'hui, qui est en lien justement avec l'âme, avec la spiritualité, je pense que tu vas justement lui apporter une autre vision, lui apporter des éléments de réponse que quand on est un peu plus terre à terre, on n'aurait peut-être pas. Donc là, tu nous parles des vies parallèles. Tu m'avais également dit que Nolan captait à l'occasion ce qui se passe sur ces autres plans. Mais toi, en fait, c'est ça, tu peux lui amener la compréhension parce que tu as une ouverture à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu penses que c'est pour ça que ton garçon t'a choisi? Il y a peut-être pas juste une raison, mais... Je pense que oui, ces enfants-là, ils choisissent déjà un des deux parents qui est déjà ouvert sur ce côté monde invisible, spirituel. Et je pense qu'ils sont là aussi pour... de ce que j'ai compris pour moi, c'est qu'il va, en grandissant, il va activer des choses qui sont en moi, en fait. Ils vont activer des codes chez les parents ou chez la famille autour pour développer peut-être un projet ou pour développer un peu plus d'amour. Et je sais que si je vis ça, c'est qu'on l'a choisi aussi tous les deux. Oui. Et que je dois travailler sur le don de soi, en fait. Parce que c'est des parcours qui peuvent être un peu difficiles, mais même pour des gens qui doivent s'occuper de leur mère âgée, qui ont de grosses maladies, de grandes maladies. Et du coup, ça fait que tu as un parcours où tu peux pas forcément faire ce que toi, tu as envie. Parce que tu dois t'occuper de l'autre. Et j'ai compris que voilà, on est venu expérimenter le don de soi, l'amour inconditionnel, en fait, d'expérimenter l'amour inconditionnel sans rien recevoir forcément en retour, parce que ces parcours-là, c'est l'équivalent de 10 incarnations où tu expérimentes l'amour inconditionnel. Oui. Donc, je pense que voilà, c'est un peu pour que je travaille moi aussi,
Et pour lui, ben, je pense qu'il va activer des choses au niveau de la communication plus tard dans le futur. Oui. C'est très riche, hein, ton témoignage. Moi, j'apprends beaucoup aussi au travers de ce que tu partages. Il y a plein de petites clés que tu m'as données. Donc, vraiment, je te remercie. Ben, de rien, ben, merci à toi aussi pour tout ce que tu apportes, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des choses où on se retrouve et on comprend l'une l'autre ben, par rapport aux expériences, en fait. Oui. On avait aussi un message un peu d'encouragement de Gilles. Gilles, bonjour Gilles, bonjour, ne vous faites pas de soucis pour ce que les autres pensent de vous. Je suis Asperger, j'ai 74 ans et suis toujours classée originale par mes proches dans le meilleur des cas. Ah oui, oui. Ah, mais c'est ça, hein, c'est ça. Hein, je pense qu'ils sont là pour justement ne pas rentrer dans le moule et faire sortir les gens de leur moule. Donc, Oui. Il y a juste à les accompagner, à les aimer et à accepter ce qu'ils sont et à ne pas réprimer leurs émotions quand ils ont besoin d'évacuer. Moi, je sais que quand il est dans le magasin et qu'il pleure, qu'il roule par terre, je vais pas lui dire. Je sais qu'il est pas bien, qu'il a tellement de choses à gérer au niveau émotionnel. Je vais pas lui dire arrête de pleurer, même si ça m'est déjà arrivé hein, de le dire. Mais là, je comprends mieux que ok, je vais me dépêcher d'acheter les courses et puis on sort. Donc je fais ça. Mais ouais, c'est juste de l'accompagnement et de la compréhension, mais je pense que on apprend sur le tas au fur et à mesure. Oui, je te rejoins complètement. On a Ninou. Je crois que la pandémie nous a fait sauter le pas pour ma fille, 17 ans, autiste. C'était une torture pour elle d'aller au lycée. Donc première cette année à la maison et c'est parfait. Ouais. Tu vois, moi, j'ai fait des études de gestion, j'ai fait des études de comptabilité, des études d'esthétique, j'ai fait plein d'études. Et au final, quand je vois là où j'en suis maintenant, si j'avais pas fait tout ce parcours, j'en aurais pas eu besoin, en fait. Oui. Par rapport à ce que je fais maintenant au niveau de l'énergétique, j'ai surtout calqué sur les désirs de ce que les parents voulaient. Faut que tu aies un diplôme, faut que tu aies ça. Et au final, tout ce que je fais maintenant, ce sont des formations que j'ai payées et que j'ai fait quand j'avais envie, en fait. Oui. C'est un peu la même chose de mon côté. J'ai fait beaucoup d'études dans ma vie et ça m'a mené à ce que je fais aujourd'hui. Ça a été des expériences, mais tous ces diplômes-là que j'ai décrochés ne m'aident pas du tout à faire ce que je fais aujourd'hui. En fait, moi, je le dis souvent dans mes vidéos, ça m'a appris ce que je voulais pas, ce que je voulais pas vivre de la vie. Souvent, on apprend justement au travers de la dualité, dans le contraste. Donc, c'est pour ça que je dis que ça n'a pas été des expériences inutiles ou vides de sens. Mais pour ce qui est des diplômes, c'est ça, c'est que ça ne m'a pas mené nulle part par rapport à ça. Et justement, moi, j'écris des livres et je n'ai pas de diplôme en littérature, je n'ai pas fait d'études dans le domaine. Donc, ce que je pratique aujourd'hui comme activité, c'est en me connectant en fait à moi-même, à mon intuition, en me laissant traverser par certaines énergies que j'y arrive. Donc ça, je l'ai pas appris à l'école. Oui, c'est cette question de légitimité aussi. On se dit, mais j'ai pas ce diplôme et du coup, est-ce que je peux faire ça? Mais après, moi, je dis aux gens, mais en général, quand tu postules ou quand tu veux faire exercer un métier, les gens, ils te demandent presque jamais ton diplôme déjà. Et je pense que tu es venu apporter ce que tu as apporté et les gens qui chantent, on leur demande pas d'avoir fait une école de chant de conservatoire, tu vois. Dès que tu as un talent, tu l'as. Donc faut juste se dire, tu as juste à partager ce que tu as donné pour les autres et point barre. Et puis bien t'écouter quand t'en as marre. Si le jour t'en as marre d'écrire, tu t'écoutes et tu pars sur autre chose. Je pense qu'on n'est pas fait pour faire qu'une seule chose tout le long de notre vie, en fait.
Je te Ouais. rejoins complètement et c'est ce qui est en train de changer dans les dernières décennies. Justement, on a vu, moi, par exemple, mon père a fait le même métier toute sa vie et heureusement, il a réussi à s'épanouir au travers de tout ça. Mais actuellement, c'est ça. Nous deux, je pense, on est la preuve vivante. On a fait plein de métiers différents, beaucoup d'études, beaucoup de formations, mais la vie est mouvement, donc il faut être à l'écoute faut suivre ce mouvement-là et c'est là, en fait, qu'on découvre la beauté de la vie. Bah C'est oui. en apprenant toujours, en élargissant nos horizons, en rencontrant des nouvelles personnes, c'est ça pour moi la beauté de la vie. Donc, Bah quand on est oui. dans une stagnation, une immobilité, ben moi, c'est là que je m'ennuie. Bah oui, la stabilité demeure dans le changement, hein. Voilà, assez Donc, bien dit. oui, moi je sais que j'ai fait 20, 30 métiers différents. Je changeais toutes les années, je changeais de lieu de vie toutes les années parce que je suis plus dans un esprit nomade. Mhm, Et que peut-être pour certaines personnes, moi au début je me disais putain mais je manque de stabilité, je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais en fait j'ai eu la réponse il y a quelques temps que ça fait partie de la vibration en fait que par rapport à une autre sphère de planète où tu as pu vivre avant ou une facette que tu as galactique. Eh ben, il y a des planètes où tu te téléportes sans arrêt un peu partout. C'est peut-être pour ça aussi que tu voyages ou tu déménages énormément et que tu as besoin de semer des graines de conscience un peu partout, que tu sois indépendante, que tu sois salariée, que tu sois en femme de ménage, que tu sois boulanger, que tu sois... je pense que ouais, on passe aussi par une époque de burn-out spirituel où tu as maintenant besoin de ramener la conscience, mais dans la matière, quoi, sur le terrain et pas forcément être que dans le côté énergétique, on va mhm. dire. Oui. On a un commentaire de Marie-Odile. Je ne sais pas si tu connais Marie-Odile, Chantal. Ah, si, je connais. Marie-Odile, bonjour à toi et merci pour ton commentaire. Bonjour, merci d'aborder ce sujet très délicat à vivre. Ah oui, hein, c'est très. Enfin, là, j'en parle, j'ai du recul, mais il y a des fois, j'avais envie de pleurer. Enfin, plein de fois, je pleurais, j'ai explosé. Oui, c'est Euh, normal. et ça, on n'en parle pas assez. Mais moi, je sais que des fois, quand j'en pouvais plus, je disais à mon compagnon, garde-le parce que là, je vais me manger une glace ou je vais manger une crêpe et je vais me décompresser, quoi. Oui. Euh, Après, je sais que pendant ces 3 années où c'était assez compliqué, Mhm. moi, en tant qu'indépendante, j'arrivais pas à travailler dans l'énergétique. J'étais tout le temps fatiguée avec un nuage de fatigue et pour travailler dans l'énergétique, il faut quand même pouvoir être bien avec soi-même. Oui. Et donc, moi, à ce moment-là, j'avais repris un travail salarié et où je sais que la forêt, tout ce qui est eau aussi, me ressource. Et Mhm. comme par hasard, quand je disais, oh, j'ai besoin de quelque chose pour me déconnecter de la maison, pour pas travailler à la maison et me déconnecter du petit, et ben, je trouvais un travail où j'allais travailler au cure thermal avec l'eau, ou sinon j'allais travailler à côté de la forêt et à côté d'une source d'eau. Et la rue, elle s'appelle la rue de la source, quoi. Et donc, Le petit clin d'œil. ouais, et je sais que ça aussi, ça peut aider parce qu'on a tendance à se dire que faut être dans le côté où tu es autodépendante financièrement et que tu as été indépendant, donc tu restes que indépendant. Et je pense que non, Oui. faut être assez flexible et s'ouvrir à toutes les portes parce que souvent, quand tu vas dans des postes où tu peux être salarié, bien sûr, il faut que tu aimes ce que tu fais. Moi, dans ce cas, j'aimais ce que je faisais et j'attirais des postes où j'étais tranquille. Tu vois, c'était un boulot tranquille et je rencontrais beaucoup de gens qui sont devenus des amis maintenant très, très proches. Donc, je pense qu'il ne faut pas se fermer la porte sur tout et je pense qu'on est multipotentiel et qu'on peut faire le lundi écrivaine, le mardi le soin énergétique, le mercredi le live et le samedi tu vas travailler dans un parc pour les enfants ou dans une école et faut pouvoir s'ouvrir un peu à tout ça. Oui, je partage complètement ta vision de la vie. Puis moi, justement, dernièrement, je m'interrogeais quelle direction j'ai envie de donner à tout ça. Mais en fait, j'ai pas envie de donner juste une direction ou d'avoir juste un objectif en tête. Je veux vraiment laisser
tout ça très, très ouvert, justement pour que la vie puisse me guider au travers de tout ça et me faire vivre beaucoup d'expériences différentes. Encore une fois, moi, je le répète, si je fais toujours la même chose, je m'ennuie. Autant Oui. que j'adore écrire et que pour moi, c'est un de mes talents, donc ça me fait plaisir de l'offrir aux gens. Mais si je fais juste ça, je l'ai expérimenté récemment parce que je suis quelqu'un de très intense. J'écrivais 10 heures, 12 heures par jour. Je n'étais pas Oui. équilibrée, il manquait quelque chose. Donc, Oui. c'est ça, de laisser vraiment la vie, de laisser toutes les portes ouvertes, de laisser la vie nous surprendre. C'est là, je trouve, des fois qu'il y a des belles surprises qui arrivent ou... Bah, c'est ça. Parce que des fois, si on se fiche sur une chose et on reçoit pas forcément les autres surprises de la vie qu'on aurait pu recevoir. Et je pense qu'il y a juste à s'écouter. Moi aussi, hein, en tant qu'indépendante, il y avait un moment, j'avais un cabinet de massage, je faisais que des massages et j'ai adoré. Hein. Mais au bout d'un moment, au bout d'un an, je me disais, oh, je fais encore la même chose. Je me disais, mais pourtant, j'aimais bien. Mais après, je me suis dit, écoute-toi. Hein. De toute façon, si t'aimes plus, tu changes. Et puis, j'ai changé, j'ai déménagé, et puis je suis revenue sur un travail salarié où j'étais dans le service à l'autre. Tout ce que j'ai pu faire, c'était toujours dans le service à l'autre. Oui. Ça peut se décliner en métiers différents, mais quand j'ai compris ça, du coup, mon être m'apportait des expériences avec d'autres personnes qui étaient super enrichissantes, même si elles sont pas dans le côté où elles sont ouvertes au monde invisible. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui créent sans forcément savoir tout de ça en fait, et ils sont très ancrés et ça fait du bien aussi de pouvoir partager cette énergie-là. Oui. Après, j'ai un petit livre que je voudrais peut-être te parler parce que ça peut aider d'autres personnes. Quand j'ai su pour mon petit, je suis allée dans une librairie, je suis tombée sur un livre et c'était le dernier. L'autisme explique. Ah oui, je l'ai à la maison. Ouais. Et en plus, c'est québécois, non? Oui, c'est 2 femmes québécoises qui ont écrit ça. L'autisme, et du coup, ça m'a vachement aidé pour comprendre parce qu'il y a les 3 visions d'une maman, d'un autiste, de l'autiste et de quelqu'un qui est spécialisé. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose faut que tu fasses avec la Fondation SACAD. Je vais le prendre en note. C'est marqué que son superviseur spécialiste en TCA et ont cofondé SACAD, Centre d'expertise en autisme à Québec. Parce que là, j'ai reçu des frissons d'un coup. Là. Déjà, quand tu m'avais confirmé que ma fille et moi, si on écrivait un livre, ça... pas si, en fait, parce que moi, j'avais eu la même intuition. Pour moi, c'est une certitude que ça va se faire. Comme je t'avais dit, c'est d'avoir 2 témoignages différents de... Bon, moi, j'ai 40 ans, elle en a 17. Donc, je pense que ça peut apporter un éclairage différent. Je pense que tu peux l'écrire de la même manière que celui-ci, mais d'une vision, d'un autre regard au niveau spirituel, parce qu'il n'y en a pas forcément énormément, parce que celui-là, il est très terre à terre. Et je pense que toi, tu peux apporter encore plus d'éléments parce que tu vas recevoir des informations au moment venu. C'est ça, exactement. Et déjà, ton livre, celui-là, celui de Virginie, il y a énormément d'éléments de conseils et j'ai pas encore tout fini, mais c'est vrai que ça m'a fait reconnecter sur des choses que je vivais par rapport à Nolan. Oui. Donc, merci. Tant mieux, avec plaisir. Moi, je prends tellement de plaisir à écrire ces ouvrages puis à partager mes expériences. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Puis là, je vois, il y a beaucoup de commentaires qui défilent. Attends, j'en ai perdu un. Mais on a Teresa d'Auvergne. Teresa d'Auvergne. Auvergne, j'habite en Auvergne aussi. Hein. Et moi, j'habite sur la rue d'Auvergne. C'est drôle. En Auvergne, en France. Oui. C'est drôle. Hein. Quand même, oui.
Mon petit-fils, bonjour Teresa, mon petit-fils de 8 ans a été diagnostiqué TDAH avec HPI et TOP, trouble de l'opposition provocatrice. À son entrée au CP, un mois après, la maîtresse a dit à sa maman qu'il savait lire. Oui, mais je pense qu'au niveau déjà centre avec les médecins qu'il y a maintenant, j'ai l'impression qu'il y a encore énormément de fermeture. Hein. De ce que moi j'ai vu avec le pédopsychiatre de mon petit, c'est quand tu lui dis, là il voyait des âmes et tout, l'autre personne qui te regardait avec les gros yeux comme ça, en fait il voit des choses qui n'existent pas. Toi tu dis, ouais, voilà. tu te fais petit, mais c'est vrai que ouais, je pense qu'il faut pouvoir s'écouter et pas forcément écouter tout ce que au niveau enseignant puissent te dire. Parce que là, moi, on me dit va falloir qu'il fasse ça. Et moi, je dis écoute, il fera quand s'il n'a pas envie de jouer avec les enfants maintenant, peut-être qu'il aura envie à 6 ans, 7 ans. Donc, il ne faut pas le forcer. Et s'il est amené à ne pas aller à l'école, je ne sais pas comment je ferai à ce moment-là, mais on verra bien. Oui. En classe, il travaille beaucoup plus vite que ses camarades, ce qui fait que, comme il s'ennuie, il fait plein de bêtises, il ne supporte pas les autres enfants et préfère la compagnie des adultes. Ça me rappelle mon petit. Lui, il adore être avec les adultes, par contre, les enfants, il me dit non, j'aime pas les enfants. C'est typique. Moi-même, justement, quand j'étais enfant, j'adorais être avec des personnes avec plus d'expérience de vie. J'ai marié justement quelqu'un qui est 14 ans plus vieux que moi, mais j'ai tout le temps été attirée par les plus vieux. Puis avec le recul, je me dis c'est parce que justement, j'avais envie d'apprendre et j'avais l'impression de plus apprendre avec les gens qui avaient plus d'expérience. Mais j'aimais quand même le contact avec les autres, par contre. Ça, j'ai pas eu cette difficulté-là que j'ai rencontrée. Ma fille, oui, justement, qui est venu le temps de la garderie, je t'en avais parlé, c'était pas facile. Et ça me fait penser aussi, parce que je voulais revenir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, je trouvais ça tellement important. Il faut le dire que c'est pas toujours facile d'être parent d'un enfant autiste. Ça serait mentir de dire justement que quand ça fait une semaine que tu dors pas la nuit, que tu te sens à ton meilleur. Donc, c'est important de le dire que c'est pas toujours facile, mais il faut pas rester dans un désespoir. Donc, toi, j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure, Chantal, quand tu nous partageais en fait ce que tu faisais pour aller te ressourcer par rapport à l'eau, par rapport à la forêt. Donc, c'est important peut-être en tant que parent d'avoir sa petite, si vous aimez faire des petites listes de qu'est-ce qui me fait du bien quand justement je suis au bord du désespoir puis que j'ai envie de m'arracher les cheveux de la tête, bien, vous prenez votre petite liste et vous sortez à l'extérieur. De sortir à l'extérieur, c'est vraiment important. C'est sûr que c'est plus facile justement quand on est deux, parce qu'il y en a des parents qui sont seuls, mais de demander peut-être du soutien à la famille, c'est important pour notre bien-être, notre santé mentale à nous aussi, parce que c'est ça, quand on ne dort pas, quand c'est difficile. Moi, par le passé, justement, j'avais tendance à me réfugier dans le désespoir et je pataugeais un peu là-dedans, au lieu justement d'aller vers les autres et de leur demander un coup de main pour prendre du temps pour moi, justement, pour me remonter en énergie. Ouais, même c'est vrai, hein, parce que tu as l'impression que toutes ces années qui ont été super difficiles, tu as l'impression qu'il est né il y a peut-être en 2000, il y a 1 an ou 2, et toi tu as l'impression qu'il est né depuis 5 ans, et tu te dis, mais j'ai vécu autant de choses avec lui que... mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, qu'il y avait quelque chose à creuser, c'est que je me disais, putain, toutes les étapes, elles sont difficiles en fait. Chaque étape, pour marcher, pour manger, tout était difficile. Et quand il y a une peur qui s'en va, il y en a une autre qui revient, tu vois. Ouais. Par exemple, là, il a plus peur des voitures et des choses comme ça, mais là, au moment où on va au toboggan, il commençait à pleurer. Mais je faisais, mais la semaine dernière, il faisait tout, il était joyeux. Et là, maintenant, il y a une autre peur. Et du coup, c'était la peur du vide.
Ah, la OK. hauteur qui est Oui, venue. Et je pense que faut s'adapter. On se dit que c'est jamais terminé en fait. Hein. Ça oui, sera quand il y aura quelque chose qui va se mettre en place, il y aura autre chose qu'il va falloir travailler et puis aider et puis accompagner. oui, Après, ouais, faut pouvoir je pense aussi en parler quand on oui, est dans des moments de désespoir comme ça, qu'on puisse en parler à quelqu'un et que ça sorte de nous, quoi, ou de l'écrire ou euh, pour décompresser. Mais je sais que voilà, il y a des périodes, c'était, tu disais, mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Comment je peux faire? Au secours! Oui. Mais comme tu dis, juste le fait d'en parler, la dernière fois justement quand j'ai été venue avec toi sur ta chaîne qu'on avait enregistrée, on s'était parlé un petit 20 minutes par après, puis là on parlait le dentiste justement, comment tu as fait, puis juste d'en parler, ça nous apaise, on se sent compris justement, surtout quand Oui. on est des mamans qui vivent la même chose. Donc je pense que ça, c'est le truc numéro un qui fonctionne à tout coup, de se confier à quelqu'un de confiance, c'est vraiment, vraiment libérateur. Et oui, et puis de ce que j'ai compris aussi, c'est que ces enfants-là ont besoin d'être entre eux aussi, parce qu'ils partagent des vibrations et des énergies et ils arrivent à se comprendre entre eux. Et donc, ça peut les aider de se voir avec des enfants similaires qui puissent se refléter ce qu'ils sont, en fait. Parce que Oui, sinon, ils peuvent être dans un monde où ils sont tout seuls et ils se disent, mais attends, il y a les autres qui fonctionnent comme ça et moi, je suis tout seul, je ne me reconnais pas. Et le fait de pouvoir être avec d'autres enfants similaires, ça oui, va leur donner un peu la projection de qui ils sont et ça, de pouvoir partager des vibrations qui vont pouvoir échanger entre eux. Moi, je sais qu'il n'aimait pas les enfants, mais il y avait une enfant avec qui ça se passait très très bien, aucun pleur. Et cette fille, j'ai capté que voilà, elle est pareille, elle reçoit énormément, elle a énormément de capacités et avec elle, ça se passait super bien. oui. Donc, je pense que s'il y en a qui sont un peu isolés par rapport à ça, c'est peut-être se rapprocher avec d'autres enfants qui ont un caractère similaire Oui, et cette vibration similaire aussi. oui. Puis j'ai envie de dire, la vie fait bien les choses parce que moi, ma fille, quand elle est rentrée à l'école secondaire, je t'en avais parlé, la première semaine, ça avait été très, très difficile parce qu'elle était isolée dans son coin. Mais comme la vie fait bien les choses, elle a attiré à elle deux amis, en fait, qu'on a su plus tard qui étaient HPI. Donc, qui étaient pas autistes, mais au potentiel. Et il y a tellement de caractéristiques communes dans ces deux façons d'être que tout de suite, les trois, ça a formé un trio et encore à ce jour, sont inséparables. Donc, ça aussi, si ça peut encourager les parents qui ont peur, une peur de l'école, de l'entrée à l'école, comment ça va se passer, nécessairement, étant donné qu'on est porteur d'une vibration, mais on va attirer des vibrations similaires. Donc, Ouais. souvent, on va se jumeler avec des gens qui nous ressemblent. Et étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes différentes, euh, je pense que justement, il n'y a pas personne dans sa classe qui va pouvoir être le seul à avoir certaines caractéristiques particulières. Ouais. Actuellement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes Oui. qui... Ouais, ils arrivent tous, hein, on les appelle les enfants actuels. Et ouais, je pense que pour l'école, faut pouvoir s'adapter. Et le fait d'avoir le diagnostic, qu'est-ce que ça change pour moi? C'est que déjà, on peut mettre en place des aménagements spécifiques. Oui, Là, je sais que le fait de savoir ça, en septembre, peut-être qu'il va pouvoir mettre en place un aménagement de l'école juste les matins, dans un premier temps, oui. ou quelques matinées par semaine. Donc, et ça, au niveau de la loi, on n'est pas hors règle, quoi. Mhm. Donc, oui, c'est ce que tu me disais par rapport à est-ce que le diagnostic, ça peut apporter quelque chose. Oui, Après, il faut sortir de ces cases aussi. Il ne faut pas s'identifier à ça oui, spécifiquement, mais ça, je sais que ça peut aider par rapport à des aménagements que toi aussi, tu as pu avoir oui. pour les oraux où au lieu de les faire devant la classe, tu les fais juste avec le prof. Exactement. Je sais aussi qu'il y a des enfants qui ont certains diagnostics, qui peuvent avoir plus de temps, par exemple, pour faire les examens.
où ils peuvent faire les examens avec des casques pour justement être coupés de tous les stimuli extérieurs. Donc ça, c'est bien, je trouve, justement. En fait, c'est pas d'aller chercher que notre enfant soit favorisé, mais c'est que l'école puisse s'adapter aux besoins particuliers de l'enfant. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Donc, c'est ça. Pour nous deux, je pense que ça a été positif, le fait d'aller chercher ce diagnostic-là. On l'utilise pas comme une béquille. Au contraire, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre notre enfant, de mieux identifier ses besoins, ses défis, justement, de valoriser ses forces. Donc, je pense que on peut parler juste de notre expérience parce que je le sais que c'est un peu la vision inverse qui préfère ne pas le savoir, ne pas donner d'étiquette. Là, tout à l'heure, je me rappelle plus c'est qui d'entre vous que le petit-fils, je pense qu'il y avait 3, le trouble d'opposition, l'autisme et un autre. Donc, souvent, c'est ça, les psychologues, là, actuellement, je t'en parlais tout à l'heure, Chantal, avant de commencer, tu peux recevoir le diagnostic de double exceptionnalité. Donc, ils découvrent que tu peux avoir les caractéristiques autistiques et celles de la douance. Mais là, moi, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas encore plus restreindre l'enfant dans des cases, alors que les enfants actuels, sont là pour faire éclater les cases. Donc, c'est comme les cases aussi d'indigo, de cristal, arc-en-ciel, diamant et tout. Souvent, ils sont associés aux enfants de cristal. Mais je pense que oui, il faut encore sortir de tout ça parce que ça les restreint dans une petite case alors qu'ils sont beaucoup plus que ça en fait. Hein. Et souvent, il y en a beaucoup qui ont des facettes au niveau facettes syriennes. Non, c'est pas syrienne, syrusien. De Sirius. Ouais, beaucoup viennent de là-bas parce que j'ai rencontré une autre autiste Asperger qui a le souvenir de comment c'était là-bas. Et elle disait que c'était un monde tellement empli d'amour, que les maisons étaient en forme de dôme, comme des bulles invisibles, et qu'au moment où ils rentraient dans leur maison, tout se mettait en place, le décor, le sofa, et que quand ils descendaient sur l'herbe, l'herbe les connectait, en fait, les nettoyait. Oh, wow. Du coup, elle disait que oui, c'est beaucoup ont cette facette-là, mais après, faut pas s'identifier non plus à une facette d'une planète, parce que de ce que j'ai capté, c'est que on a des facettes un peu partout, que ce soit Pléiade, que ce soit d'autres dimensions, d'autres galaxies, et que dans cette vie, tu peux être associé à une facette qui va t'apporter les capacités ou les enseignements de cette facette-là, en fait. Et sinon, tu es un peu tout au niveau multidimensionnalité. Et donc, ces êtres-là sont là pour ancrer énormément au niveau des grilles planétaires, au niveau des portails énergétiques et au niveau... ils sont là pour travailler avec les Elohim aussi, comme les grands cétacés, là, les baleines et les dauphins. Les dauphins. J'ai lu un livre super intéressant qui traitait justement du lien entre l'autisme et les dauphins. Je l'ai-tu avec moi, non? Je vais le chercher dans ma bibliothèque tout à l'heure, puis je marquerai le titre du livre. C'est une canalisation de Lee Carroll. Mais bref, c'est tellement intéressant ce livre-là. C'est un des seuls qui traite justement de l'autisme du point de vue de l'âme. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'informations qui m'ont aidée. Puis ce qu'il expliquait par rapport aux autistes et aux dauphins, il expliquait que la fréquence cérébrale, il parlait en termes de hertz, je pense, je ne suis pas tellement certaine, mais il disait que c'était tellement élevé au niveau des autistes et des dauphins, puis il donnait le comparatif avec la fréquence d'un adulte ordinaire, en gros guillemets. Donc, il y avait tellement un gros écart et c'est ce qui faisait en sorte, cette fréquence cérébrale, que les autistes et les dauphins se reconnaissaient et qu'il y avait une complicité immense. Puis là, il donnait l'exemple d'un jeune garçon autiste, justement, qui avait été nager avec un dauphin, de ce qui s'était produit entre les deux et que même à distance, par après, cette connexion-là opérait encore. C'était vraiment un très, très beau témoignage. Et moi, ça m'avait beaucoup parlé, donc je vais mettre le livre là, dans l'espace de la vidéo. Oui, mais ils travaillent énormément avec eux justement pour ancrer des énergies, des codes. Et je sais que moi, la nuit, pour qu'ils s'endorment, je mets des sons de baleines. Ouais.
de l'eau et des baleines Oui. pour l'apaiser. Et la journée, je sais qu'il adore être avec de la musique douce. J'ai un truc là, j'ai une petite radio. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le petit Morphée. Moi, je connais pas. Ça s'appelle mon petit Morphée. OK. Et en fait, mon petit, il se balade avec ça toute la journée, en fait. Et ça l'apaise énormément. Il y a au moins 40, 50 histoires. Et il y a des sons de la nature et des musiques aussi. Mais ça a été conçu par des sophrologues, par des psychologues et des professionnels de la méditation. OK. Et je sais que c'est quelque chose qui l'apaise énormément. Donc après, je pense que s'il y a des parents Oui. qui en ont besoin, les sons, les musiques, ça les apaise plus que les comptines, tu vois, de chansons d'enfants là. Oui. Oui. Ça peut les énerver. Oui. On avait Jocelyne Jocelyne, qui nous bonjour. remercie. D'aborder ce vaste sujet de l'autisme d'un point de vue plus large. Je suis heureuse de vos partages. Merci à toi, Jocelyne, pour ton retour. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ce point de vue. Moi, au moment où je vis encore ça, mais trouver des réponses par rapport au côté spirituel, la connexion, comprendre autrement, t'en vois pas énormément. Je pense en anglais, il y en a plus, mais en français, pas tellement en fait. Non, pas tellement. Puis moi, je dis, comme la vie fait bien les choses, c'est vraiment quand j'ai reçu mon diagnostic, je venais de vivre ma première ouverture de conscience. Mais je pense que si je l'avais pas vécu à ce moment-là, ben, j'aurais justement continué de voir l'autisme d'un point de vue plus terre à terre. Ce qui est pas mal en soi, c'est que j'aime bien explorer en fait toutes les facettes. Donc, je pense que c'est pour ça en fait que j'ai eu mon diagnostic aussi tard dans ma vie. La vie m'a préparé à vivre cette ouverture-là vers l'invisible. Après ça, le diagnostic est tombé, mais depuis ce jour-là, moi, j'ai cette immense intuition que j'allais écrire, j'allais partager sur le sujet. Et là, quand toi, tu es venu vers moi puis tu m'as proposé d'en parler, j'ai dit, oh, mais là, la vie est en train de répondre à cet appel que j'ai lancé de parler de ça, justement, du point de vue spirituel. Et encore une fois, ce que tu as partagé aujourd'hui, moi, tu m'as appris beaucoup de choses que je ne savais pas du tout. Ah ben, moi non plus, parce que là, des fois, je vous dis, je vous capte des choses et puis je vous les dis en même temps, mais il faut que je revoie le truc pour me souvenir de ce que j'ai dit. Oui, ben, tu vas voir à quel point ça a été riche, ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Ouais, mais c'est super. J'espère que n'hésitez pas à partager même plus tard en commentaire vos expériences parce que ça peut nous aider à moi aussi de ce que vous avez pu mettre en place pour l'endormissement, pour plein de choses. Et n'hésitez pas à revoir aussi l'interview ton point de vue à toi, mais quand moi je te pose des questions, parce qu'il y a d'autres réponses aussi qui ont été apportées. Oui, n'hésitez pas à partager ces vidéos-là aux personnes que vous savez que ça peut aider, qui peuvent avoir besoin d'un éclairage actuellement. N'hésitez pas. Je vais mettre les coordonnées de Chantal dans l'espace description pour les personnes qui souhaiteraient la contacter. Je le rappelle, elle offre des soins énergétiques. Je vais avoir la chance d'en faire un. Je pense que c'est ce dimanche. Dimanche prochain. L'autre dimanche d'après. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Elle a un site Internet. Je suis allée regarder ce matin. C'est très bien expliqué. On capte tout de suite, en fait, ton énergie, ta vibration quand on arrive sur le site. Donc, n'hésitez pas. On a un merci de Sylvie. Merci à vous deux pour ces partages. Merci à tout le monde. Merci. Oui. Merci beaucoup pour votre présence. J'avais hésité, en fait, à faire cet entretien-là sous forme d'enregistrement ou de live. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant justement de pouvoir aller chercher les questions des gens ou les partages, les témoignages. Je trouve que c'est davantage riche. Donc, merci pour votre présence. C'est vraiment, vraiment apprécié. Merci, Odile. Marie-Odile, à très bientôt, toi aussi. Pour les personnes qui ne connaissent pas Marie-Odile, je vous invite fortement à aller découvrir. En fait, sur Internet, vous tapez Marie-Odile Sansot, vous allez tomber sur sa chaîne YouTube. C'est une grande dame qui est présente sur les réseaux chaque soir. Je ne sais pas où elle trouve son énergie, du très haut, en fait. Donc, je vous invite vraiment à aller voir tout ce qu'elle partage. Elle
Elle œuvre avec le cœur. C'est une belle âme, donc je vous inviterai à la découvrir. Moi, je l'ai découverte récemment et ça a été une belle rencontre, une belle révélation. Donc, encore une fois, merci Chantal. C'était vraiment un moment de pur bonheur qu'on a partagé ensemble. Merci à toi, Virginie. Je te sens toujours aussi bien à tes côtés. Et même merci à tout le monde. Et je vous retrouve à très bientôt. À très bientôt. Une belle fin de journée à tout le monde.